Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 31 juillet 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et désormais, il est l'heure de retrouver Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci Thomas d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste des questions financières et économiques. Thomas, avec vous, dans ce chrono CAC un peu revisité, puisque nous n'allons pas nous arrêter uniquement à l'indice phare parisien, on va quand même commencer par celui-ci. Le CAC 40 qui bute sur les 7550 points en séance, qui les dépasse ce matin. Ceci étant, est-ce que c'est suffisant pour remettre en cause la tendance de court moyen terme qui est une tendance baissière ? C'est très intéressant parce que, depuis effectivement la dissolution de l'Assemblée, on est sur une tendance nettement baissière. Il y avait eu ce double sommet au printemps et cette dynamique baissière continue. On avait cette sorte de figure technique de diamant qu'on appelle diamant de continuation, en l'occurrence, suivi la semaine dernière d'un marteau de rejet pour une tendance haussière, suivi d'un avalement baissier. Enfin bref, la tendance n'est pas claire. Et quand on regarde effectivement le mouvement de ce matin, on semble aller chercher le gap qu'on avait ouvert il y a une semaine. C'est un gap qui est à 7575 à peu près. Donc effectivement, on tourne autour de ces niveaux aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que les valeurs qui mènent le CAC 40 aujourd'hui, c'est des valeurs qui ont plutôt publié. Je pense à Airbus, Safran, L'Oréal, Schneider également. Donc toutes ces valeurs sur lesquelles une prime de risque s'était dessinée, en particulier pour Airbus ou des valeurs comme celle-ci, ces valeurs, le risque se détend sur ces valeurs. Maintenant qu'elles ont publié, la chose est réintégrée. Maintenant, quand on regarde sur la moyenne mobile à un mois, elle est à 5775 à peu près aussi. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on est sur un CAC 40 qui est sur le même niveau que la moyenne du mois de juillet, en fait. Donc on est sur un CAC 40 qui, en juillet, n'a pas voulu bouger, a voulu rester indécis. La semaine dernière, on avait une conviction baissière assez marquée. Cette semaine, on n'a pas vraiment de conviction. Alors il faudra voir aujourd'hui si la conviction haussière se confirme. Pour l'instant, rien ne nous permet d'affirmer que on va réintégrer durablement la zone qu'on a travaillée en juillet. Donc, ce sera l'élément essentiel du mois d'août, c'est voir si on arrive à dépasser cette zone. Et puis, il faut voir aussi que si l'objectif de la figure de continuation que j'ai dessinée se confirme, on pourrait aller chercher les 7250, etc. Parce qu'il faut voir aussi sur une perspective un peu plus longue qu'on a rompu à la baisse le support haussier oblique depuis octobre 2022. Et donc ça, c'est un signal négatif, en tout cas, qui rajoute du pessimisme, puisque c'est un support majeur qu'on a touché à plusieurs reprises et qui confirmerait donc un retour peut-être autour des 7250, 7000. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas à ce stade. Et au contraire, pour l'instant, on est sur un range et voire une reprise haussière. Mais la dynamique de fond reste baissière. Il faut voir qu'on a eu sur le CAC 40 ce cycle annuel, le précédent grand mouvement haussier qui s'est terminé en novembre 2023. Ce mouvement a duré 1 an. Et bien là, on est peut-être sur le même schéma, ce qui voudrait dire que jusqu'à l'automne, on aura ce marché indécis, incertain, ce qui est caractéristique de l'été par ailleurs, avec des volumes ou des convictions moins fortes, parce que on est sur une saisonnalité d'été qui veut que traditionnellement les opérateurs sont plutôt en vacances. Donc voilà pour ce qui est du CAC 40 techniquement. Surveiller la clôture ce soir, est-ce qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile à un mois ou non, et surveiller les intérêts acheteurs, ça sera très important. Dans tous les cas, ce qui se dessine, c'est qu'on est sur une semaine où les valeurs qui avaient jusque-là peut-être déçu par anticipation, semblent réintégrer une dynamique plutôt haussière ou une dynamique traditionnelle. Voilà. Très clair. Écoutez, on va suivre effectivement tout cela avec attention. Je rappelle que en fin de journée, la Fed publiera ses conclusions après ces 2 jours de réunion. Est-ce que ça peut apporter un peu de volatilité selon vous ? Et dans quel sens ? Ça pourrait, effectivement. Alors après,
il y a une attente de la baisse des taux en septembre maintenant, et une attente assez forte de la part des marchés. Donc ça pourrait effectivement faire bouger le marché. Là, ce qui fait vraiment bouger le marché aujourd'hui, c'est les publications de résultats. On le voit clairement sur les variations des composants du CAC 40. Maintenant, l'actualité macroéconomique va être aussi importante. Une baisse des taux, si la croissance se maintient, favoriserait nettement les petites et moyennes capitalisations plutôt que les grandes, mais globalement, ça serait, à mon sens, un signal plutôt positif s'il y a un signal clair dans le discours de la Fed. Autrement, effectivement, on restera sur le statu quo, et à ce moment-là, je ne pense pas qu'on ait une déception qui ramène le CAC 40 à la baisse, sachant que le CAC 40 a nettement sous-performé les indices américains. Sur l'année, le Dow Jones gagne 14,5-15%, le CAC 40 a une performance qui est nulle. Et cette sous-performance, elle est très importante, elle est due au contexte en particulier politique en France, mais ce qui veut dire qu'une bonne nouvelle aux États-Unis serait peut-être une bonne nouvelle pour l'Europe, mais dans un premier temps, il faudra que le CAC 40 arrive à sortir de cette sous-performance structurelle. Voilà. Très clair. Écoutez, merci Thomas. Comme vous l'avez dit, c'est la microéconomie qui drive les marchés actuellement. Beaucoup la tech, d'autres valeurs, effectivement, de toute façon, comme vous l'avez dit très justement, sont en train peut-être de prendre le relais des valeurs du luxe et des valeurs technologiques sur lesquelles s'appuyaient les indices mondiaux pour prendre de l'épaisseur. On pense, alors ce matin, Schneider Electric, et contre toute attente, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas, Schneider a publié de très bons résultats, mais surtout, ses guidance sont extrêmement positifs. Du coup, ce matin, le titre prend plus de 3%. Est-ce que c'est de bon augure pour le futur, selon vous ? Alors, Schneider, c'est assez impressionnant. Ça fait partie de ces 3 valeurs qui ont mené le CAC 40 à la hausse sur l'année écoulée. Schneider, Safran, on peut citer aussi, ce matin, il y a aussi Danone qui surprend un peu à la hausse, mais Schneider a revu ses objectifs à la hausse. Et donc, Schneider fait partie de ce petit groupe de valeurs, avec Publicis aussi, qui ont performé de plus de 30% sur un an. Et si on prend tout le mouvement haussier depuis la fin d'année 2023, ça fait 72% de hausse. Donc, on est sur un titre qui a nettement progressé à la hausse, notamment du fait que c'est ce qui est troublant, c'est-à-dire que les attentes de croissance qui étaient jusque-là sur les valeurs du luxe se sont transférées sur des valeurs comme Schneider. Et donc, attente de croissance qui se confirme avec la publication des résultats et qui sont même renforcés. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que quand on regarde notamment la valorisation de Schneider et de ce groupe de valeurs, on est, même Air Liquide, on est sur des PER qui approchent 30 maintenant. Donc, en termes de prix, sur une optique de moyen terme, on est devenu un peu plus cher. Donc, qu'est-ce que vous me dites ? Ça veut dire que Schneider, ça y est, c'est plus intéressant, la hausse, ça y est, on a loupé la fenêtre, ça sert à rien de regarder du coup ? Alors, c'est sûr que pour s'exposer massivement, il faut être très optimiste sur la croissance à venir, puisque, comme je le rappelle, le mouvement aussi, on a progressé de 72%. Donc, ce qui est quand même assez conséquent. Et il faut voir que depuis le printemps, Schneider avait dessiné un range autour de son niveau d'extension de Fibonacci, qu'on a rompu à la baisse ce range, donc ce qui nous donnerait un objectif théorique de retour vers 200 €, mais ce n'est pas la trajectoire qu'on a ce matin, puisqu'on a dessiné un gap qui est à 225 €, je crois, et qu'on est en train de recombler apparemment ce matin. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on réintègre les plus hauts, on va peut-être aller chercher encore des nouveaux sommets, que cette faiblesse temporaire qu'on a eue la semaine dernière sur Schneider était une illusion, un mirage, et que voilà, on est peut-être effectivement encore sur une dynamique haussière, même si en termes quand on fait une régression de long terme sur le cours du titre, on s'aperçoit que le titre est dans sa borne haute, et que pour un investisseur de long terme, c'est pas très optimal en général d'acheter sur des niveaux de régression qui sont très élevés. En d'autres termes, voilà, on peut s'attendre à des retours à la moyenne assez traditionnels après de fortes progressions. Ceci étant, la dynamique reste bonne dans l'immédiat, donc il n'y a pas de signal de vente, mais un signal d'achat serait très très optimiste pour un investisseur. Donc bien surveiller la zone des derniers sommets, ce range, et puis éventuellement, s'il y a un retour baissier, cette zone des 200
euro. Donc les mouvements à la baisse qu'on peut anticiper sont plutôt limités. Les mouvements à la hausse, pour l'instant, sont limités par des résistances assez importantes. Et puis l'avantage de Schneider, qui explique aussi cette surperformance, c'est sa diversification géographique. C'est-à-dire que Schneider réalise, je crois, moins de 4% de son chiffre d'affaires en France, ce qui est bénéfique dans un contexte où la croissance en zone euro est plus proche de 0 que de 1. Oui, c'est sûr que la croissance en zone euro est plus proche de 0. 0,3 a ressorti en estimation au deuxième trimestre, un 0,3% en glissement annuel. Ceci étant, c'est pas forcément plus... Alors certes, on est à 4,5, 4,7 en Chine, on est à ces niveaux aussi aux États-Unis, mais globalement, quand on s'intéresse à d'autres actifs, on se rend compte que les perspectives de croissance mondiale sont pas si reluisantes que ça, mais comme vous le dites, de toute façon, voilà, la diversité des marchés de Schneider peut être intéressante. Thomas, on va basculer sur le secteur du luxe avec LVMH. Alors LVMH, les valeurs du luxe dans leur ensemble, c'est assez particulier. C'est-à-dire que les analystes financiers, un à un, revoient à la baisse leurs objectifs de cours, mais pour autant, ils ne changent pas leurs recommandations. Du coup, par la force des choses, ça reste intéressant. Effectivement, alors, il faut voir que LVMH, pour resituer les valeurs du luxe, on a Kering qui a plutôt bien surpris ces derniers jours, Kering qui est stable sur un an, qui n'a pas gagné ni perdu. En revanche, Kering a perdu plus de 40% sur une année et LVMH a perdu une vingtaine de pourcents sur des valeurs qui normalement mènent le CAC 40 et expliquent aussi la hausse importante du CAC 40. La semaine dernière, on a eu une déception sur LVMH, on a eu un gap de rupture baissier. On a non seulement rompu un support oblique, mais on a aussi rompu une sorte de biseau de long terme. Et donc, ce que nous dit ce signal, c'est que soit on va aller chercher le gap, là aussi, à 692 €, donc soit on va revenir vers les 700 €, et à ce moment-là, voilà, on peut réenvisager une réintégration haussière, etc. Soit on va aller travailler les supports qui sont à 647 et 638 € notamment, deux supports majeurs à conserver à moyen terme. En dessous, on aura effectivement un signal beaucoup plus pessimiste envoyé par les investisseurs. Il faut voir aussi une chose, c'est qu'on a un titre qui traditionnellement performe bien et qui a une croissance plutôt nulle. Et malgré tout, effectivement, les recommandations demeurent sur le titre. L'avantage, on va dire, de LVMH qui limite la casse, c'est qu'il a des PER plutôt raisonnables pour une valeur du luxe, 2% de dividendes, etc. Donc, voilà, on est sur des valorisations qui peuvent être acceptables, qui ne sont pas survalorisées. Et il faut voir qu'à long terme, quand on fait toujours cette régression statistique, voilà, qu'on voit à l'écran, il apparaît donc que statistiquement, on se rapproche de bornes basses intéressantes. Maintenant, il faut toujours être vigilant parce que ces bornes basses peuvent être cassées à la baisse. C'est l'exception qui peut arriver. Et à ce moment-là, ça serait beaucoup plus négatif. Donc, comme je l'ai dit, il y a ces supports en premier lieu. Et en deuxième temps, il faut absolument rester durablement au-delà de la zone des 600 €, et notamment 575, etc. Rester au-dessus de cette zone. Si on reste au-dessus de cette zone... Mais ça voudra dire qu'on peut tenter des bornes statistiques intéressantes à long terme. Maintenant, le risque est toujours présent. Il faudra voir le prochain trimestre. Mais ces valeurs du luxe expliquent aussi la sous-performance du CAC 40 parce qu'elles ont du mal à repartir. Elles ont du mal à redonner une vision de croissance qui était jusque-là présente. Et comme je l'ai dit, cette vision de croissance, elle est plutôt partie maintenant sur des valeurs comme Schneider. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, pour un investisseur de long terme, ça peut être des niveaux intéressants, idéalement en attendant la confirmation. L'objectif, c'est d'abord recombler le dernier gap et puis éventuellement réintégrer des niveaux un peu plus élevés. On a eu deux sommets assez clairs en avril espacé d'un an à peu près, et donc ces niveaux peut-être seront retravaillés d'ici la fin d'année, mais
voilà, d'ici la fin d'année, je pense que le but de LVMH... Du coup, par la force des choses, juste sur LVMH, je voulais juste rappeler que L'Oréal et Hermès International... Alors, Hermès International, c'était dans le courant de la semaine dernière, mais il y a eu une bonne publication. L'Oréal, ce matin, il y a aussi également une bonne publication. Du coup, par la force des choses, tout n'est peut-être pas si sombre, et vous parlez de perspectives de croissance pour ces valeurs. Voilà, tout n'est pas totalement acheté. On va poursuivre avec le Bitcoin, finir avec le Bitcoin, Thomas. Le Bitcoin qui navigue toujours sur des niveaux, des niveaux historiques. Ceci étant, est-ce que là, on est en absence, l'absence de catalyseur très clairement identifié va faire que l'on va commencer à latéraliser? Est-ce qu'il y a finalement un risque de voir le Bitcoin retourner vers des supports identifiés de court, moyen, long terme? Tout va se jouer en août ou septembre. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a eu une cyclicité parfaite sur le Bitcoin. Encore, c'est ça qui est assez stupéfiant. Je rappelle que le Bitcoin, en moyenne, respecte des cycles d'à peu près 3 ans et demi, avec en général 2 ans et demi de hausse. Et effectivement, quand on applique cette stratégie sur les 10 dernières années, on double la performance annuelle moyenne du Bitcoin. Or, cette stratégie nous suggérait de vendre, entre guillemets, le Bitcoin au début de l'été. Bon. Donc, fondamentalement, jusqu'à maintenant, ça en prend plutôt le chemin, puisqu'on a une stagnation. Mais du point de vue technique, on est toujours haussier, on est toujours au-dessus des supports obliques. On a une figure de consolidation depuis maintenant quelques mois, avec des grandes vagues. On a eu une impulsion baissière aussi récemment qui a été avortée. Et donc, ça peut être un signal de continuation, auquel cas, on pourrait envisager des extensions, pourquoi pas vers 90 000 ou 100 000 $ dans un premier temps. Mais ça peut être aussi une figure d'affaiblissement. Donc si au cours du mois d'août, on a des performances du Bitcoin qui sont encore baissières, qui sont plutôt décevantes, à ce moment-là, il faudra peut-être couvrir un peu son risque. Je pense que fondamentalement, on peut avoir une bonne orientation du cours du Bitcoin pour 9 à 10 mois encore. Mais comme je le répète souvent, on entre dans une période où l'évolution du Bitcoin devient un peu plus incertaine par rapport à ce qui s'est produit dans le passé. Et donc, en d'autres termes, on peut avoir un regain de volatilité. Ce qui est intéressant, c'est que la hausse du Bitcoin depuis début 2023 ne s'est pas accompagnée d'une hausse des altcoins. Et je pense notamment donc à toutes les autres crypto-monnaies qui n'ont pas surperformé le Bitcoin. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir l'idéal, dans un cycle idéal du Bitcoin, ce qui ne sera pas forcément le cas, mais ça peut. Le cycle idéal, c'est une dernière vague haussière sur le Bitcoin et accompagné notamment d'une surperformance des autres crypto-monnaies. Donc, d'un point de vue cyclique, la chose reste haussière, d'un point de vue technique aussi, mais attention à cette figure qui pour l'instant semble être une figure de continuation, mais qui pourrait être aussi une figure de rupture. Les précédents sommets, c'est entre 71 000 et 73 000 $, sommets donc à refranchir. Là, on est plutôt en train de travailler les sommets de novembre 2022, et donc tout l'enjeu sera de voir si on respecte ce schéma cyclique. Historiquement, pour l'instant, le Bitcoin, il progresse à peu près autant que ce qu'il a fait dans le passé, dans les cycles précédents. La différence, elle vient maintenant, elle va venir dans les mois qui suivent. Est-ce qu'on va avoir un arrêt de la tendance haussière? Il faut voir qu'au niveau des fractales aussi, on a un épuisement de la force haussière. Et donc, on peut espérer une nouvelle vague haussière, mais il faut attendre vraiment confirmation de la rupture des derniers sommets. Donc voilà. On va attendre tout ça, effectivement, Thomas. Je vous remercie beaucoup. C'est très clair. On a pris un peu de retard. Je suis désolé. On a Daniel Cohen-Delara avec nous derrière, juste après. Du coup, je vais vous couper un peu. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Thomas Andrieux, vous êtes spécialiste des questions économiques et financières. De notre côté, donc, comme annoncé, écoutez, dans un instant, ce sont les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. Tout de suite.